La santé mentale est un enjeu majeur, insuffisamment dit, assumé dans notre pays. Nous avons toutes et tous une santé mentale. Un Français sur 3 souffre de troubles mentaux. Si ta santé mentale se dégrade, tu peux ressentir une profonde tristesse, de l'angoisse. Tous les programmes de prévention visent à prendre soin de sa santé mentale. Vous avez dit, il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Eh bien, en 2025, ça ne s'est pas arrangé. On la voit partout, dans notre quotidien, dans les médias, les journaux, sur les réseaux sociaux. Depuis le Covid et ses conséquences psychologiques, la santé mentale est devenue une préoccupation croissante dans la vie des Français. Un sujet omniprésent, de moins en moins tabou, et désormais politique. La santé mentale a été faite grande cause nationale dès le gouvernement Barnier pour 2025 et de nouveau pour 2026. Je vais demander au Premier ministre de prolonger la cause nationale l'année prochaine. Le budget poursuit l'effort pour la santé mentale. Et pourtant, au vu de l'offre de soins, plus que jamais en France, prendre soin de sa santé mentale semble difficile, si ce n'est même impossible dans certains territoires de la République. Point de départ d'un engagement durable, l'exécutif avait promis une refonte complète de la psychiatrie. Mais à l'orée de 2026, comment se porte sur le terrain ce parent pauvre de l'hôpital public ? Ils veulent faire des économies et ne pas répondre aux besoins. Il y a des fermetures de lits, moins de moyens humains, moins de moyens financiers. On est vraiment pris dans un corset idéologique qui réifie totalement l'individu, qui le maltraite et qui le désosse. La psychiatrie, c'est la 5e roue du carrosse, c'est la médecine qui est totalement abandonnée à notre beau pays. Déserts médicaux, fermeture de postes, de lits, d'établissements, pénurie de médicaments, personnel épuisé, certains en grève. Que disent celles et ceux qui font vivre la psychiatrie au quotidien ? Quelle est leur réalité sur le terrain ? Et quelle est aujourd'hui l'offre de soins publics pour les 13 millions de Français vivant avec un trouble psychique, alors qu'une personne sur 4 en souffrira au cours de sa vie ? La santé est complètement abandonnée des pouvoirs publics, mais la santé mentale, c'est encore pire. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on sait qu'on peut faire autrement. Grande cause nationale ou grand coup de communication gouvernementale, ce que la santé mentale ne dit pas de la psychiatrie publique, c'est tout de suite sur Blast. Santé publique France lance une campagne pour inciter les jeunes à prendre soin de leur santé mentale. La thérapie, ça a été une aide, un support quand j'étais malade. C'est plaisir de te voir avec les sourires. Ma vie, elle est plus rose. Si on tient, on se rend compte qu'on peut s'en sortir. On en parle plus et les gens se reconnaissent et demandent des soins. Les jeunes générations aujourd'hui cherchent vraiment à démocratiser l'accès aux soins, revendiquent même le fait d'aller en thérapie, le fait de voir un psychologue. On le voit aussi beaucoup dans des vidéos sur les réseaux sociaux, etc., avec les jeunes qui essayent de parler un peu de leur vécu. Certaines célébrités aussi qui évoquent leurs soucis psychologiques, psychiatriques, qui s'en cachent pas. Donc on essaie vraiment de démocratiser le fait que oui, les soucis psychiques ça existe, les soucis psychiatriques ça existe, qu'il n'y a pas de mal là-dedans en fait, et que c'est plus autant tabou qu'à l'époque. Depuis le début des années 60, l'essentiel des soins psychiatriques publics repose sur un pilier, les CMP, les centres médicaux psychologiques. Près de 3000 établissements de secteur en lien avec l'hôpital est pensé pour assurer une psychiatrie de proximité ancrée dans les territoires et supposée garantir la continuité des soins, leur suivi et leur accessibilité. Ces structures sont extrêmement importantes en France parce qu'elles permettent vraiment d'accueillir toute la population. Peu importe le niveau de souffrance, peu importe les revenus financiers dans le foyer, que ça relève de la psychiatrie, que vous soyez sous traitement médicamenteux ou que vraiment ce soit un problème d'ordre psychologique qui n'est pas psychiatrique et que vous n'ayez pas justement besoin d'une prise en charge médicamenteuse, mais plutôt d'un accompagnement et d'une prise en charge psychothérapique avec un psychologue. Peu importe quel est votre besoin, normalement, en France, vous pouvez accéder à ce service avec la carte Vitale. « 4h moins 5, il nous reste du café, je vous le fais à 50%. Bienvenue dans le bar accueil de l'hôpital de jour La Damante. Donc, il y a un bar qui est géré par notre association d'aide à la santé mentale. On finance ainsi nos clubs thérapeutiques, mais surtout, on est en relation, c'est-à-dire... Moi, très simplement, j'avais rendez-vous avec toi. La première chose qu'on a fait, c'est on prend un café. C'est vraiment le média le plus simple pour être en lien avec l'autre, donc le café. On reçoit les patients adultes en souffrance psychique qui sont suivis essentiellement sur des centres médico-psychologiques où ils ont des consultations avec des médecins, psychiatres, avec des psychologues, avec des assistantes sociales, avec des infirmières.
On pourrait comparer la Daman à une sorte de fusée, c'est-à-dire avec 2 étages. Il y a finalement un hôpital de jour assez classique, avec des ateliers qui sont financés par la régie hospitalière, qui sont conçus par l'équipe soignante pour les passagers de la Daman. Et puis il y a ce qu'on appelle le club thérapeutique, qui diffuse aussi à tous les étages, qui diffuse partout dans le service d'ailleurs. On offre une sorte de panel de moyens d'expression pour recouvrer sa subjectivité, recouvrer ses désirs. Et aussi, c'est avant tout une trame de vie quotidienne pour des gens pour qui vraiment l'idée même des gestes de la vie quotidienne ont perdu leur sens, ce qu'on appelle quelquefois la perte de l'évidence naturelle. Le contact avec l'autre est teinté de cette étrangeté qui fait que se retrouver ici chaque jour, ne serait-ce que pour boire un café 45 minutes, pas forcément 8 heures, c'est déjà renouer quelque chose. La Daman, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Nous sommes en guerre. Car si la santé mentale a été mise en lumière depuis le Covid, la crise de la psychiatrie publique, elle, ne date pas d'hier, alors que près d'un tiers des postes sont aujourd'hui vacants et que les conditions d'accueil se détériorent toujours un peu plus. Le nombre de lits a diminué de 22% depuis 2008, alors que dans le même temps, les besoins explosent. Le nombre d'enfants et d'adolescents suivis a augmenté de 60%. Les hospitalisations ont, elles, plus que doublé. Moins de moyens, plus de patients et une pression croissante sur des équipes déjà fragilisées. Le Covid, en fait, a permis d'illuminer la problématique et de vraiment mettre le doigt sur l'absence de moyens humains et financiers injectés dans nos CMP, dans nos hôpitaux publics et dans la prise en charge psychiatrique et psychologique aujourd'hui en France. Donc il y a des fermetures de lits, moins de moyens humains, moins de moyens financiers, vraiment une évasion des professionnels, c'est-à-dire que aujourd'hui, les professionnels qui partent à la retraite ne sont que très peu remplacés. Les professionnels aussi parfois ne supportent plus de travailler dans ces conditions-là, en fait, avec aussi peu de moyens, avec des listes d'attente qui sont tellement immenses, parfois 3 ans et demi d'attente. Certains CMP ou CMPP enfants-ados qui ferment leur liste d'attente et qui finalement disent aux patients qui appellent, on peut plus prendre vos demandes. Le secteur public, comme tous les services publics, fait quand même l'objet d'une politique d'austérité et la psychiatrie échappe pas à cette affaire. Donc on a un problème de démographie médicale qui est dû au numerus clausus, ça, on le sait, on manque de spécialistes soignants en général, mais médecins en particulier. La psychiatrie est assez peu attractive pour les raisons qu'on a dit, c'est-à-dire notamment le public pour les questions de manque de moyens, et puis une pression à l'activité dans ces territoires, puisqu'il y a assez peu de soins de proximité, qu'il y a aussi peu de généralistes, tout ça fait qu'en fait, au niveau des temps de crise, comme ils disent, c'est-à-dire à l'hôpital, il y a une forte pression à l'activité. Donc c'est des flux tendus, c'est des enjeux organisationnels qui pèsent aussi sur les choix thérapeutiques. Là où je travaille, il n'y a pas de filière psychiatrique, c'est-à-dire il n'y a pas d'urgence psychiatrique à proprement parler. Ils sont admis au sein des urgences comme tous les autres patients, donc mélangés entre guillemets avec les autres patients, avec même parfois les enfants. Ils peuvent parfois être témoins justement de scènes qu'on ne souhaite pas avoir. Il n'y a pas de permanence de soins de psychiatres, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas postés de garde la nuit. Donc tous les patients qui arrivent après 18h30 se retrouvent aux urgences, sans évaluation spécialisée toute la nuit jusqu'au lendemain matin, avec toutes les complications que ça peut emmener. Donc notamment les personnes agitées qui nécessitent d'être malheureusement contentionnées. On se retrouve à le faire dans des conditions qui ne sont pas dignes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que de les sédater avec des médicaments et parfois de les attacher sur un brancard pour leur propre sécurité et pour la sécurité des autres patients et des soignants. C'est pas du tout sécurisant ni pour le patient, ni pour les autres personnes qui peuvent être présentes à l'hôpital. Vous voyez quelqu'un d'attaché là où vous allez pour vous faire soigner, vous avez peur. Lui, il peut lui arriver n'importe quoi aux patients psychiatriques. Il y a le fait que quand vous voulez hospitaliser quelqu'un, vous n'avez pas de place. Là, je parle de la psychiatrie adulte. Je parle en pédopsychiatrie, c'est même pas imaginable d'hospitaliser quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez des jeunes suicidaires, vous pouvez pas les hospitaliser parce qu'il n'y a pas de place. Il arrive que des patients attendent des lits pendant 3, 4, 5 jours au sein des urgences, au CHU. Il y a un autre centre qui est assez grand aussi. Ils ont une zone d'attente de lit de psychiatrie jusqu'à 7 jours d'attente. Donc les patients pour motif psychiatrique qui attendent un lit sont dans une même salle pendant parfois une semaine.
La France a été dénoncée par des organismes internationaux sur les pratiques contraignantes qu'il y a en psychiatrie. Aujourd'hui, les soins sous contrainte, il me semble que l'étude de l'IRDES, c'était 76 000 personnes en 2022 qui étaient hospitalisées sous contrainte en France. Ça veut dire aussi que c'est des personnes qui sont davantage susceptibles d'avoir des traitements sous contrainte, des pratiques contraignantes sur leur corps, etc. C'est évidemment un enjeu de à la fois réguler, mais aussi réduire ces pratiques-là. Il y a des drames qui pourraient être évités chaque jour dans les hôpitaux psychiatriques. Donc ça, oui, ça, non seulement ça nous concerne, ça nous bouleverse. Je suis très content de faire des gardes à l'hôpital, mais c'est vrai que je suis remué et je suis en même temps bouleversé par le travail que font tous les soignants qui sont à l'hôpital pour que les patients le ressentent le moins possible. Du fait de l'absence de moyens, les médecins ont été un peu dégoûtés, et j'en fais partie, de la manière dont ça se passait à l'hôpital et du manque de moyens et du manque de possibilités de soigner correctement. L'une des réalités majeures de l'hôpital et de la psychiatrie contemporaine, c'est celle d'une France profondément inégalitaire dans son offre de soins. Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, la densité de psychiatres pour 100 000 habitants varie de manière spectaculaire. 5,5 psychiatres actifs dans l'Indre, par exemple, contre 69 à Paris. Dans le Gers, cette fracture territoriale se vit au quotidien. À l'hôpital psychiatrique d'Auch, 180 lits sont encore ouverts aujourd'hui, 40 ont fermé au cours des 6 dernières années. Pour les soignants comme pour les patients, les conséquences se font ressentir. On se trouve dans le Gers, qui est quand même un département rural de la France, avec l'hôpital psychiatrique, qui est le seul hôpital psychiatrique du département. On est censé accueillir ici toute personne en souffrance psychique du département, mais vu le nombre de lits qu'on a et de places, on en accueille beaucoup moins qu'avant. Il faut savoir quand même, moi j'ai travaillé 30 ans dans cet hôpital, et avant ça, on avait fait un état des lieux, on avait perdu à peu près 600 lits sur notre hôpital. En fait, on laisse croire aux établissements qu'ils auront tant de budget. Si vous avez, par exemple, besoin de 30 millions pour fonctionner dans votre hôpital, on vous donne 27 millions. Et donc, vous devez vous débrouiller avec 27 millions. L'année d'après, au lieu de vous donner 27 millions, on vous dit, vous avez réussi à vous débrouiller avec 27 millions, donc on va vous donner 25 millions. Et en fait, depuis 30 ans, on a vu les budgets réduire. On a à peu près la moitié des postes de psychiatres qui ne sont pas pourvus, ce qui est évidemment une catastrophe. On ne peut pas imaginer un bloc opératoire sans chirurgien. Et bien là, dans notre hôpital psy, on imagine des services de psychiatrie sans médecin, sans psychiatre. Et puis évidemment manque d'attractivité aussi pour les infirmiers, pour les infirmières, pour les aides-soignantes. La psychiatrie, c'est la 5e roue du carrosse. C'est la médecine qui est totalement abandonnée dans notre beau pays. Pour des raisons simples, c'est quand on est député d'une circonscription, c'est plus facile et plus valorisant d'aller inaugurer un IRM à l'hôpital général, parce qu'à un moment ou à un autre, tout le monde va pouvoir y aller, que d'aller inaugurer une salle d'art-thérapie à l'hôpital psychiatrique. Ça parle à personne, quoi. Et c'est pas vendeur. L'hôpital d'Auch est aussi l'exemple rare d'une mobilisation qui a abouti. Le 12 mai 2025, après des années de concessions et une réduction continue des moyens, l'annonce de la suppression de nouveaux lits met le feu aux poudres au centre hospitalier du Gers. Une décision de plus, une mesure d'austérité de trop. La grève s'organise, elle durera 23 jours de mobilisation, pour s'opposer à une dégradation supplémentaire de l'offre de soins, mais surtout défendre une certaine idée de la psychiatrie publique. Nous, on ne veut pas remplir des lits pour remplir des lits, mais quand il y a des gens qui sont à l'extérieur, en détresse psychologique importante, et qu'on leur dit non, vous ne pouvez pas, vous devez rester chez vous, souffrir chez vous par manque de lit, c'est inacceptable. Donc nous, évidemment, on était hostiles à cette fermeture, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a réussi à le contrer, on a conservé nos lits et donc notre capacité à répondre aux besoins de la population gersoise sur cet aspect-là. On a contraint l'agence régionale de santé avec notre direction à trouver des solutions pour faire venir des psychiatres. Donc ça, c'est une satisfaction. Pour autant, on n'a aucune illusion. On sait très bien que les psychiatres qui sont venus pour beaucoup ne sont venus que de façon temporaire, et donc que demain, cette question va se reposer, parce que le sujet de fond qui est le nombre de psychiatres que nous formons en France n'est pas réglé. Hein. C'est pas depuis Auch que ça a été réglé. Donc demain, il faudra certainement remettre le couvert autour de ces sujets-là.
Il faut savoir tenir face à eux, parce qu'en fait, on a quand même des gens qui, eux, ça ne les intéresse pas le sens, ils veulent faire des économies et ne pas répondre aux besoins. Alors, ils peuvent nous expliquer régulièrement que c'est pas eux, que c'est les logiques nationales, mais à un moment donné, c'est quand même des humains en face, et ça, c'est leur problème, j'ai envie de dire, c'est pas nous. À l'autre bout de la France, un autre désert pour une autre réalité territoriale tout aussi fragile. À Prémontré, au sein de l'établissement public départemental de santé mentale, 13 000 personnes sont suivies au moins une fois par an dans un cadre atypique. Mais en 2021, 10 postes de psychiatres étaient vacants sur les 59 existants. Un déficit dans un territoire déjà marqué par de fortes vulnérabilités sociales, tout particulièrement en pédopsychiatrie. La plus grosse problématique, c'est la problématique des gamines chez nous. La problématique de l'inceste, la problématique de l'abus. On a eu une directrice d'hôpitaux de Paris qui est venue faire l'intérim à Chauny, qui nous avait dit il y a quelques années, vous avez un taux d'IVG moyenne nationale, mais vous avez le plus haut taux d'IVG de gamines de 12 ans, donc ça pose le décor. Et ces gamines, elles sont broyées, quoi. Les personnes, plus elles sont mal, plus elles vont vers des produits de substitution. C'est celle qui met en difficulté le plus les collègues là, à l'intérieur de Prémontré, c'est la dictologie, quoi. Ça explose. Et ça veut dire qu'il y a une énorme souffrance de ces mômes et qu'il y a une priorité d'enjeux de santé en psychiatrie, surtout en pédopsychiatrie dans l'Aisne. Comme dans le sud de la France, les soignants de Prémontré ont choisi de se mobiliser. En 2025, une caravane syndicale parcourt pendant plusieurs mois les centres hospitaliers du département. Objectif alerter, sensibiliser, rendre visible l'urgence psychiatrique du territoire auprès des soignants, de la population et des élus locaux. Au cœur de leurs revendications, un manque criant d'unités de proximité, des structures essentielles à la fois pour accueillir les patients et pour soulager des équipes de l'hôpital global contraintes de prendre en charge des situations psychiatriques lourdes, souvent sans moyens adaptés. 3 projets centraux sont portés pour répondre directement aux problématiques locales. Un pôle mère-enfant pour les jeunes parents souffrant de troubles psychiques, un service dédié aux 16-25 ans et une unité d'addictologie. On a quand même des choses très glauques où les mamans qui ont des problèmes, par exemple d'addictologie et sont sous traitement de méthadone, pensent que l'alternative pour aider leur enfant préma qui est en crise, c'est de filer de la méthadone. Donc on arrive à des situations quand même très glauques. Et donc ça, il y a besoin de structures spécifiques. Ça peut pas être dans les pôles mère-enfant classiques. On accueille aussi des mamans qui sont sous héroïnomanes, cocaïnomanes, alcooliques. Voilà, donc on a pas mal de bébés en sevrage. Et les sevrages durent quand même assez longtemps. Le dernier a duré 2 mois. Et donc cette structure-là, en fait, pourrait accueillir ces mamans avec leurs bébés. On ne serait plus obligé de les séparer. Parce qu'au final, on les place, ces enfants. Ces patientes-là, elles ont besoin d'être rassurées, de se sentir en capacité d'être mère. Et ça, en fait, si tu le fais pas pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou même après, en fait, tu peux arriver à des situations catastrophiques et tu soignes pas, en fait, ces gens-là qui sont malades avant tout. Ce qu'on veut proposer, c'est un soutien et surtout pas séparer maman avec bébé. Ce bébé, en fait, il peut... il est là pour aider maman. Voilà. Ces difficultés, c'est avant tout l'illustration flagrante de l'une des problématiques prioritaires de la psychiatrie, celle d'un manque criant de postes infirmiers et paramédicaux, pourtant en première ligne dans la continuité des soins. On s'est rendu compte que sur les IFSI au niveau national, 20 000 jeunes partaient des IFSI parce qu'effectivement, quand ils voyaient les conditions de travail dans lesquelles ils allaient bosser, les gamins n'avaient pas du tout envie de bosser, donc ils se barraient. Le manque de moyens, il touche pas que les médecins, parce que là je parle de médecins puisque moi je suis médecin, mais en réalité le manque de moyens, il touche aussi les infirmiers, les infirmières. Le service où j'étais, ils étaient obligés de fermer une partie du service parce qu'il y avait pas assez de personnel infirmier. Normalement, quand ça arrivait, c'était pendant l'été par exemple ou pendant les fêtes de Noël parce qu'il y a plus de monde qui prend leurs vacances. Aujourd'hui, dans certains services, c'est en permanence. Il y avait une spécialité chez les infirmiers qui était quand même valorisée d'aller en psychiatrie et c'était choisi et c'était des infirmiers qui avaient de la bouteille, qui savaient, qui avaient vraiment eu une formation pour ça. Et aujourd'hui, en fait, les infirmiers, c'est tous les mêmes. J'avais fait un entretien avec une infirmière qui, au sortir de son diplôme, donc elle a la vingtaine, elle avait fait 50 postes dans une année. Elle va être en chirurgie, le lendemain en psychiatrie, le surlendemain, donc en fait,
Il faut une adaptabilité qui nécessite des compétences extraordinaires et qu'en fait, à l'échelle individuelle, personne ne peut vraiment avoir. Donc ça pose question. Si on mutualise les infirmières, on peut pas avoir des soins de qualité réellement. Vous abordez pas la psychiatrie comme la réanimation et vous abordez pas la réanimation comme la psychiatrie. Donc en fait, il faut avoir le choix et avoir envie de le faire. Et aujourd'hui, c'est des poules d'infirmiers, c'est-à-dire des remplaçants. Il y en a de plus en plus puisqu'il y a de moins en moins d'infirmiers en poste. Et ça tourne et en fait, il y a des gens pas du tout intéressés et ça met en danger l'équipe, les patients, parfois. Les gens sont de moins en moins formés à cet accueil de l'autre qui est tellement complexe et délicat, dont on apprend toujours. Hein. Enfin, c'est pas parce que tu étais infirmier psy que tu savais rien. Tu savais rien. C'est quand même ces personnes-là qui vont s'occuper de toi et accompagner cette quotidienneté. Ils sont des gens qui sont de moins en moins bien formés à ces questions-là. On est face à cette situation, on n'a pas le choix. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. On travaille en 12 heures. Dans le service, on est une infirmière, une auxiliaire en 12 heures et on n'a pas le choix. On y va, quoi. Depuis le début de l'année 2025, 14 médicaments psychotropes, c'est-à-dire des antidépresseurs, des antipsychotiques ou bien des régulateurs de l'humeur, sont insuffisamment approvisionnés ou carrément en rupture de stock. Le constat est sans appel. Donc là, c'est tout vide. Et c'était quel médicament? Ça c'est la sertraline qu'on range ici. Une pénurie qui devient dangereuse pour les patients souffrant de schizophrénie, de bipolarité ou encore de grave dépression. Depuis plus d'1 an, voire même 2 ans, il y a des pénuries de médicaments qui se répètent, qui durent et qui deviennent très compliquées pour les soins des patients. On nous a demandé de modifier la prescription des patients pour pouvoir adapter. Donc en fait, des patients qui étaient bien équilibrés se retrouvent moins bien équilibrés avec ces traitements-là. Ça a touché à plusieurs types de molécules, des antidépresseurs, des antipsychotiques, thymorégulateurs qui sont difficilement, voire pas du tout remplaçables. Il n'y a plus de traitement, il faut réfléchir de nouveau à comment on change. Donc, en fait, il faut avoir de la place pour pouvoir voir la personne assez vite, pour faire les choses de façon efficace et éviter qu'elle soit en décompensation. Si on veut bien répondre aux besoins des patients, si on n'est pas en nombre, on est en sous-effectif. Et en plus, avec ces problématiques de rupture de stock, on peut vite être dépassé. Je reçois des textos de patients qui disent « Je suis passé à la pharmacie, docteur, il faut que vous changiez mon traitement ». En fait, on ne peut pas changer le traitement comme ça. Ça peut mettre le patient en difficulté. Autre traitement qui est donné dans la schizophrénie et dans le trouble bipolaire, la kétiapine, qui d'un seul coup a été également en rupture de stock. On peut donner un traitement, donc le traitement qu'on donne aux patients, c'est de la libération prolongée pour qu'il dure toute la journée. Et là, on propose de passer directement en libération immédiate. J'ai une patiente qui a eu ça, qui m'a dit « Docteur, c'est comme si j'avais pris aucun traitement », avec un risque donc de décompenser dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire. Et maintenant, il y a aussi des pénuries de lithium, qui est le traitement de référence du trouble bipolaire. Tous les patients bipolaires n'ont pas ce traitement, mais c'est celui qui marche le mieux. Et les pharmaciens jouent pas toujours le jeu d'aller chercher si d'autres pharmacies l'ont, parce qu'on a accès quand même au stock. Donc ils disent aux patients, demandez à votre psychiatre de changer le traitement. Comme si c'était, on changeait du Doliprane pour du paracétamol. En psychiatrie, c'est pas du tout la même chose. La santé mentale est trop peu un sujet de débat public, de politique publique, d'investissement. Je voudrais que la santé mentale soit la grande cause nationale en 2025. Je veux confirmer que la santé mentale devra être la grande cause nationale de 2025, comme l'avait décidé mon prédécesseur Michel Barnier. Je veux faire de la santé mentale de notre jeunesse une grande cause de notre action gouvernementale, avec là aussi des mesures claires et immédiates. Santé mentale. Santé mentale. Santé mentale. Santé mentale. Malgré sa médiatisation, la santé mentale reste un terme relativement récent dans sa considération par les pouvoirs publics. Dans son plan d'action global en mai 2012, l'Organisation mondiale de la santé la définit et adopte une résolution sur la charge mondiale des troubles mentaux et la nécessité d'une réponse globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays. En France, c'est sous le gouvernement de l'éphémère Premier ministre Michel Barnier que la santé mentale est érigée en grande cause nationale, avec sur le papier 26 mesures présentées en juin 2025, censées renforcer les établissements, les personnels, les formations et engager une refonte de la psychiatrie. Ça m'évoque de l'hypocrisie. Ça me fait rire. Même si c'est vraiment pas drôle, donc ça me fait rire jaune.
Bon, ça me fait sourire, hein. Santé mentale, cause nationale 2025. Déjà, il a fallu attendre le mois de juin pour que quelque chose sorte. Et qu'est-ce qu'il est sorti? Il est sorti tout un tas de gadgets. Par exemple, il a été décidé que dans les lycées, dans les collèges, il y ait des profs qui soient référents pour être en premier secours sur la santé mentale, alors qu'ils ont pas de formation, qu'ils sont complètement démunis. J'ai demandé, suite aux assises de la santé scolaire, que dans chaque établissement, il y a un protocole de repérage et de prise en charge pour les jeunes qui peuvent avoir des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Je suis favorable aux mesures qu'ont proposées Elisabeth Borne, de pouvoir avoir des référents, des repères dans les établissements de premier degré. Moi, je souhaite que nous ayons 300 000 personnes formées aux gestes de secourisme mental pour justement dépister, pour pouvoir repérer. Et alors, allez, même si ces personnes arrivaient effectivement à détecter une maladie ou une souffrance mentale, bon, pourquoi pas après tout, vers qui les dirigerait? Vers personne, il n'y a rien. Ce qui est extraordinaire avec le Covid, qui a été effectivement, comme tu le sais, l'accélérateur de particules de toute la mise en place de ce système, c'est que moi, j'ai vu de quelle manière on pouvait dire les jeunes, l'éco-anxiété, plus le Covid, les jeunes sont les premiers à en souffrir. Et j'ai vu de quelle manière, dans le même temps, tous les lits de pédopsychiatrie fermaient. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, différents politiques se saisissent de la question de la psychiatrie et pas forcément des politiques de gauche, alors que c'est des questions de santé et de santé mentale en l'occurrence. Typiquement, en 2008, on avait Sarkozy qui faisait le discours d'Anthony, qui était un discours extrêmement sécuritaire, qui se concentrait vraiment sur un discours assez alarmiste, qui se concentrait sur les questions des violences potentielles des patients en psychiatrie. C'est la première fois qu'un président de la République rend visite au personnel d'un hôpital psychiatrique. Là, Emmanuel Macron, donc c'est quand même un gouvernement de droite qui s'intéresse à la santé mentale, mais finalement qui aborde jamais les déterminants de la détérioration de la santé mentale, et notamment les déterminants sociaux. Typiquement, la question du mal-logement, il y a des associations comme un logement d'abord qui montre très bien que ça a un impact énorme sur la santé mentale. La case du travail, des acquis sociaux du travail, ça aussi, ça a un impact énorme sur la santé mentale. On sait qu'en France, ce travail se détériore fortement, et même plus qu'ailleurs en Europe ces dernières années. Et puis la question migratoire, les questions de genre aussi, qui ont un impact fort sur la santé mentale. Tout ça, en fait, on peut pas avoir une politique de santé mentale ambitieuse si on se saisit pas de ces enjeux-là, en fait. On a des patients quand même qui ont été hospitalisés toute leur vie ici, c'était leur lieu de vie, et à un moment donné, on a décrété que finalement, ils étaient assez stables, et on les a mis dehors, et ce sont des gens qui se sont retrouvés, en particulier un qu'on connaît très bien, qu'on a toujours soigné ici, s'est retrouvé à l'hôtel. À l'hôtel, il sait pas gérer son linge, il sait pas se gérer tout seul, il sait pas gérer ses médicaments. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, on en a beaucoup comme ça. Donc, décréter que c'est la grande cause nationale, pour l'instant, nous, on est en novembre, on n'a rien constaté de mieux. La santé mentale, c'est aussi une question d'argent, de budget, de financement. Le budget poursuit l'effort pour la santé mentale avec 300 millions d'euros dédiés, comme s'y était engagé un de mes prédécesseurs. À l'échelle nationale, la psychiatrie coûte cher. En 2022, les dépenses remboursées au titre de la santé mentale constituent le deuxième poste de dépenses de l'assurance maladie, soit 14% des dépenses totales, 26,2 milliards d'euros. Et comme pour le reste de l'hôpital, la psychiatrie voit arriver dans ses couloirs de nouvelles pratiques, de moins en moins fidèles aux traditions de la fonction publique française. Il y a une volonté actuellement gouvernementale et qui dure depuis longtemps de casser l'hôpital public comme casser l'éducation nationale, enfin casser le public. En psychiatrie, encore plus, parce que j'ai envie de dire, le privé, ça ne les intéresse pas, la psychiatrie. Si on asphyxie le service public pour créer quelque chose d'externe et de libéral, c'est une logique politique, une logique économique, et qui n'est pas à la base celle de la France. C'est pour ça, en fait, que la France, il y a plus de 50 ans, avait ouvert les CMP et les CMPI. C'est parce qu'il y avait une volonté vraiment de prendre soin de notre service public. On en est fiers, nous, Françaises, Français, de nos services publics. Infiltrer l'idéologie de management dans les sciences sociales, dans les établissements de soins, dans la culture, dans la recherche et dans l'éducation nationale, c'est quasi criminel. On est vraiment, vraiment pris dans un corset idéologique qui réifie totalement l'individu, qui le maltraite et qui le désosse. Et ça, c'est une évidence que l'on remarque au quotidien.
Parmi les principales inquiétudes des soignants de la psychiatrie publique, une réforme cristallise les tensions, l'extension progressive de la tarification à l'activité. La T2A, un mode de financement déjà largement installé dans le reste de l'hôpital, un système qui code, comptabilise et rémunère chaque acte, chaque séjour, chaque prise en charge. En résumé, plus un établissement produit et plus il est financé. Selon la Cour des comptes, en 2019, les recettes issues de la T2A représentaient 47,4 milliards d'euros. Déjà fortement contestée dans d'autres secteurs hospitaliers, son application progressive à la psychiatrie et à ses soins particuliers inquiète de plus en plus. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, si on a un paiement à l'acte ou à l'activité qui veut dire passer du temps assez rapidement, puis avoir des actes un peu techniques quand on voit un patient, c'est très compliqué parce qu'en fait, les personnes qui les rencontrent ont différentes problématiques cumulées et qu'un bon soin passe notamment par du relationnel, encore plus le soin psychique. Donc ça prend du temps en fait, simplement. Ça peut pas juste être quantifié en disant voilà, une prise de sang, tel médoc, etc. Évidemment que ça ne marche pas de cette façon-là. Autant un entretien quand vous êtes anesthésiste à l'hôpital général, vous savez à peu près combien de temps ça peut durer. Il y a des variations individuelles selon les patients, bien sûr. Mais un entretien en psychiatrie avec un patient, ça peut durer beaucoup de temps ou pas du tout, parce que ce jour-là, il n'a pas envie de parler. On apprend à objectiver, à saisir et à objectiver tous les soins. Or, tout n'est que subjectivité dans le soin. Le soin, c'est tu utilises des éléments objectivables, la tension, la température, le pouls. À partir de ces éléments objectivables, tu construis une thérapeutique totalement subjective qui concerne le thérapeute et son patient dans le cadre d'une relation qu'ils ont ensemble. Mais cette thérapeutique, elle est totalement subjective. Or, ça, c'est devenu insupportable pour le monde, pour l'OMS, qui veut homogénéiser l'ensemble des pratiques. Face à la prise de conscience et à la hausse des besoins, c'était l'une des mesures phares mises en avant par les autorités dès 2022. Nous allons mettre en place, à partir de 2022, des consultations psychologues qui seront remboursés pour toute la population à partir de 3 ans. Quand on est dans une situation de détresse psychologique, on peut d'abord s'adresser à son médecin généraliste, au psychologue pris en charge par l'assurance maladie. Le patient peut prendre rendez-vous directement avec le psychologue conventionné de son choix via l'annuaire dédié monsoutienpsy.amelie.fr. Mon soutien psy, ce sont des séances d'accompagnement avec un psychologue remboursé par l'assurance maladie. Mon soutien psy, ne restez pas seul avec votre mal-être. Mon soutien psy, un dispositif permettant le remboursement partiel de jusqu'à 12 séances chez un psychologue libéral, un outil pensé pour prendre en charge des troubles dépressifs dits légers et censé désengorger un système public déjà saturé. Mais depuis sa mise en place, le dispositif divise profondément la profession. Face aux quelques 6700 psychologues qui y ont adhéré, beaucoup dénoncent depuis 3 ans ses limites, ses contraintes et ses effets jugés pervers. On est 93% à ne pas avoir adhéré à la mesure, 93% à refuser en fait les dispositifs macronistes et 93% à lutter contre depuis plusieurs années. Le collectif Manifeste Psy s'est mis en place en 2021, justement contre l'intégralité de la politique macroniste sur la santé mentale et finalement qu'on peut résumer en fait par la création de ce dispositif. On a le droit à faire 12 séances de psycho à 50 € la séance, mais c'est qu'une demi-heure, ils n'ont pas le droit de faire plus. Ils peuvent faire que 12 séances, on peut pas augmenter. Ils peuvent ne voir que des gens qui ont des troubles mineurs. Et donc, s'il y a des troubles sévères, etc., faut envoyer un médecin. En fait, ils ont pas du tout envie de faire ça parce que ils se retrouvent avec des gens hyper lourds qui sont pas du tout dans ce qui est décrit. Mais une fois que vous avez quelqu'un d'hyper lourd qui a ouvert la porte de votre cabinet, comment vous faites pour lui dire, en fait, non, vous pouvez pas venir? Avant, dans les CMP, j'avais accès à une vraie psychothérapie, à une vraie prise en charge, même en équipe pluridisciplinaire s'il y a besoin. Si j'ai besoin d'un traitement psychotrope, j'y ai accès. Si j'ai besoin d'une prise en charge psychothérapique, j'y ai accès. Aujourd'hui, à quoi ai-je accès, moi, en tant que citoyen, citoyenne, dans ce dispositif libéral? Je n'ai accès à rien de tout ça. Ce n'est pas du soin psychique, ce n'est pas de la psychothérapie, c'est du soutien. Alors, pourquoi aller dans un dispositif de soutien, c'est pas bien? Tout simplement parce que ce n'est pas de la thérapie.
Donc ça ne répond pas aux besoins d'un individu qui serait en souffrance psychique. Quand d'emblée je lui permets en fait de n'avoir accès qu'à 12 séances, ça veut dire que j'estime qu'au bout de 12 fois, il est censé aller mieux, il est censé être à nouveau fonctionnel, il ne doit plus souffrir et il doit retourner dans la société, sur le marché de l'emploi. Donc au bout de 12 séances, je mets soi-disant officiellement, politiquement, un terme à cette souffrance et je dis tu dois aller mieux. On a mis en place un forfait qui fait que maintenant, quand vous allez voir un psychologue et que vous avez un forfait de 10 heures qui a été donné, vous êtes remboursé de ce suivi. On est en train d'évaluer, de voir si ça commence à répondre au sujet. Ça, c'est le premier point. Visiblement, les chiffres ne sont pas très encourageants dans ce cadre-là. Je voudrais parler du dispositif Mon Soutien Psy. Aujourd'hui encore, 8 psychologues sur 10 refusent d'y participer. Ils dénoncent une mesure qui ne répond pas aux besoins des patients. Mon Soutien Psy, bien sûr que c'est un cache-misère. Il n'a pas profité au public les plus en difficulté et il est absolument inadapté. Il faut payer correctement les psys, développer les CMP et c'est ça l'urgence. Les précédents gouvernements ne s'attaquaient pas de front, comme le fait le gouvernement Macron, aux soins psychiques. On sent en fait, et on le sait, et on le voit, et on en a malheureusement conscience, à cause de multiples rencontres politiques que nous avons faites avec le collectif Manifeste Psy, que ce soit au gouvernement à l'Élysée, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Et le constat est assez alarmant, en fait, parce qu'il est le même, globalement, pour tous les politiques de la Macronie avec qui j'ai pu échanger. Ils souhaitent revenir, finalement, comme ils le disent, je cite, à une psychiatrie d'antan. Ce qui est certain, c'est que un segment de la psychiatrie, qui est la psychiatrie biologique, a obtenu énormément d'argent dernièrement pour approfondir la recherche fondamentale sur les déterminants génétiques des maladies. Et en fait, les chercheurs qui bossent sur la question évacuent complètement la question sociale. Et ils évacuent aussi tous les types de thérapeutiques par la parole. Voilà, tout ça, ce serait dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est le génome, c'est voilà les bactéries, l'impact des bactéries dans la grossesse, sur l'autisme par exemple. Enfin voilà. Donc là, on est sur effectivement des considérations très corporelles qui rappelle effectivement le début de la psychiatrie, qui était en fait la psychochirurgie, donc voilà, et qui ensuite s'est beaucoup concentré sur le cerveau. Donc là, on est encore vraiment très concentré sur le cerveau ou sur le second cerveau qui est l'estomac. Bon, et il faudrait pas effectivement que ça occulte le fait qu'il y a aussi tout un contexte, enfin juste la société quoi. On n'est pas des corps qui flottons dans l'espace, on a toute une société autour de nous, et il y a multiples études qui montrent que ça a un impact extrêmement fort sur le développement de maladies mentales, bien sûr. Entre l'introduction de logique libérale et le risque d'un retour en arrière dans la façon de considérer les troubles psychiques, c'est un nouveau virage préoccupant qu'est en train de prendre la psychiatrie publique. À Prémontré, dans l'Aisne, l'hôpital psychiatrique départemental est installé dans une abbaye vieille de 900 ans. À quelques mètres seulement, 2 cimetières cohabitent, celui des patients de l'hôpital et celui des habitants de la commune. On trouve ça un peu dommage, on pense que ça serait bien qu'on puisse supprimer enfin cette haie pour dire que voilà, la folie est en chacun de nous. Il n'y a pas ceux qui naissent avec la folie et ceux qui ne seront jamais touchés par, à un moment donné, une souffrance psychique, quelle qu'elle soit. Cette séparation ancienne conserve aujourd'hui une portée symbolique forte. Elle interroge, dans une France où l'état social se fragilise, que les principes d'égalité et d'accès aux soins sont toujours plus mis à l'épreuve, les marges déjà existantes s'élargissent. Je vais demander au Premier ministre de prolonger la cause nationale l'année prochaine. Je pense qu'il faut prendre plus de temps. Grande cause nationale en 2025, la santé mentale est de nouveau reconduite pour 2026. Derrière les annonces et les grands discours, une réalité, elle, existe bel et bien, celle de soignants de la psychiatrie publique dont les voix sont de moins en moins prises en compte, malgré leurs alertes répétées depuis maintenant des années. Tous les soignants te raconteront la perte de sens. Parce que cette part de subjectivité qu'ils faisaient à la relation, c'est ça qui intéresse le soignant quand il fait des soins, quand il entre dans la chambre de quelqu'un. Et cette part-là, elle est abrasée, elle n'est plus reconnue. C'est une double peine. Déjà, quand tu es malade psychiquement, quand tu n'es pas bien, tu n'es plus sujet. Tu n'arrives plus à mettre en place tes désirs dans la vie, que ce soit affective, professionnelle, familiale, culturelle. Mais en plus de ça, si tu as en plus de ça
ça une couche d'aliénation sociale où tu es plus qu'objet des bons soins d'un autre qui, lui, a un protocole de soins à mettre en place. Il n'y a plus de sujet. On était content de rentrer à l'hôpital et c'était satisfaisant de venir travailler. Je rentrais pas chez moi le soir en me disant mais qu'est-ce que tu as fait de cette journée ? Est-ce que tu as vraiment rendu service à la personne qui était dans ton service, à la personne qui est venue devant toi, qui est dans une détresse psychologique terrible ? Quand on n'est pas assez nombreux pour s'occuper de patients, qu'on est obligé de négliger, on va dire, celui qui pleure dans un coin parce qu'on est obligé d'aller s'occuper de celui qui est en crise à côté parce qu'il n'a pas eu les bons soins au bon moment, voilà. Et que le soir, en rentrant chez soi, on repense à ce patient ou à cette patiente qui pleurait dans son coin, qui faisait pas plus de bruit que ça. On se dit mais on l'a pas aidé, voilà. Nous, on a appris à travailler et on a choisi ce métier pour aider des gens qui sont en souffrance psychique importante, pas pour les négliger, quoi. Et ce qui fait mal au cœur, c'est que pour les vieux comme moi, on sait qu'on peut faire autrement. Voilà. On sait qu'en y mettant davantage de moyens humains, particulièrement, on pourrait mieux travailler et prendre en soin les Gersois de façon digne, quoi. À l'heure où près d'un Français sur 5 vit avec un trouble psychique, et où plus de 3 millions de personnes, le plus souvent marginalisées, souffrent de cas sévères, des mots résonnent comme un avertissement. Ceux de Lucien Bonafé, grande figure de la psychiatrie française et fervent opposant à l'exclusion sociale des malades. On juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses marges, ses fous et ses déviants.